Cet épisode est le deuxième d'une série consacrée au grand jeu. Il est conseillé d'écouter le premier avant celui-ci. Oublieuse postérité, épisode 35. Le grand jeu, la dislocation. Au bar du château, le lundi 11 mars 1929, c'est une vingtaine de surréalistes qui attendent de l'équipe du grand jeu. Ces derniers croient venir à une réunion de conciliation. Vaste fumisterie. Les mines sont fermées, hargneuses, prêtes à libérer les démons. André Breton, Louis Aragon, René Crevel, André Thirion, pour ne citer qu'eux, n'ont que faire de l'ordre du jour consacré au sort de Léon Trotsky. C'est du sort de Domal, de Gilbert Lecomte et de Vaillant dont il sera question. De ces traîtres par anticipation, de ces rivaux en puissance, de ces dissidents dont l'élan vital est le casse-dogme, du nom de leur article mis au point dans le second numéro de leur revue, ce qui est purement incompatible avec la chapelle surréaliste. À peine assis, Breton ouvre le procès. Il reproche aux membres du grand jeu leur position face à une déclaration antimilitariste initiée par des étudiants de l'école normale supérieure. Leur reproche leur utilisation du mot « Dieu ». Et enfin et surtout, reproche à Roger Vaillant d'avoir signé un article en hommage au préfet Chiappe, épurateur de la capitale, dans Paris Midi, où il travaille depuis peu pour subvenir à ses besoins. Cet article qui glorifie un préfet fasciste est incompatible avec la posture révolutionnaire, de plus en plus communiste, du surréalisme. Pour conclure sa tirade, Breton exige de Domal et Gilbert Lecomte l'exclusion de Vaillant. Ces derniers refusent, mais ne défendent pas pour autant leurs frères de toujours. Les mots ne viennent pas. L'amitié bégaye, balbutie. Il ne tombe des bouches que des blocs de honte. Vaillant ne réagit pas. Il est anéanti. Ce sera peut-être la plus grande désillusion de son existence. En 1934, il écrira au philosophe Jean Beaufret : « Mon cher Jean, l'ancien monde achève de se désagréger. Le comte est fou et passe ses rares instants de lucidité à essayer de prouver qu'il est encore intelligent. Domal joue au mal qui protège son épouse, entre une vieille femme et un vieillard qui se croit prophète. Pierrequin n'a plus d'argent. On ne parle plus des surréalistes. François, son surnom dans le grand jeu, est mort, et je laisse se former celui qui va lui succéder. Celui qui lui succédera sera pour un temps Marat, son nom dans le maquis pendant la Seconde Guerre mondiale, le nom d'un personnage dans Drôle de jeu, publié en 1945, premier roman de sa seconde existence. Il évoquera d'ailleurs ses frères dans ce roman, brièvement, écrivant dans un monologue intérieur de Marat, je cite, qu'à 15 ans, Roger prophétisait que dès qu'il le pourrait, il se suiciderait lentement en prenant des drogues. 20 ans plus tard, le 31 juillet 1964, moins d'un an avant sa mort, Vaillant confiera dans ses écrits intimes, après avoir reçu un appel de Joseph Schima, le 4e directeur du grand jeu. Au premier son de sa voix, je me sens méfiant, réticent, comme si certaines parties de mon passé tentaient de se coller, comme si j'avais oublié de me détacher un lambeau d'une de mes vieilles peaux. Je n'ai plus aucune tendresse pour Roger Gilbert Lecomte, encore moins René Domal. Ce qui survit, souvenir, c'est moi, à tâtons mais inflexible, échappant précautionneusement à une histoire que j'avais inventée et qu'il continuait de vivre. Avant de conclure, le regard froid, quelques lignes plus loin. Ma crainte aussi, que Schima ne s'attache à ce passé que pour y trouver aujourd'hui, comme Pierre Minet, une respectabilité. Ma peine, peut-être, quant à lui. Si Domal et Gilbert Lecomte ne réagirent pas autant qu'ils l'auraient dû face à Breton, un homme s'indigna de cette parodie de procès. C'est Georges Ribemont de Seigne, l'un des trois véritables Dada avec Tristan Tzara et Francis Picabia. Il s'emporte devant l'audience contre l'inquisition surréaliste,
contre les contradictions inhérentes à une justice révolutionnaire qui se bat contre le fascisme et emploie les mêmes méthodes d'épuration. Il sera d'ailleurs, quelques mois plus tard, en janvier 1930, parmi les signataires du tract Un cadavre contre André Breton, réutilisant la méthode qu'avaient utilisée les surréalistes quelques années plus tôt contre Anatole France. En premier plan, on peut voir Breton, le front entouré d'une couronne d'épines, avec le titre « Autoprophétie ». Et autour, des articles de Ribemont Dessaigne, Jacques Prévert, Raymond Queneau, Roger Vitrac, Georges Limbourg ou encore Georges Bataille, tous réprouvés du surréalisme. Ribemont Dessaigne, un quart de siècle plus vieux que les poètes du grand jeu, se rapproche d'eux jusqu'à coller son nom au leur au sommaire du second et du troisième numéro de la revue. Il y donnera par exemple un poème intitulé « Sérénade à quelques faussaires », dans lequel ces quelques vers portent la querelle vers une dimension cosmique et potache, si chère aux frères simplistes. Assez, faux bourreaux, police humide, faux scandale, vendeur de bazar. Vous avez roté d'avoir trop rongé vos ongles et votre caisse, et sur votre peau de luxe repousse la moisissure de l'univers, et sur votre menton, le poil des nonnes. Comme la croix, vos pieds ont pris racine dans la cendre, mais dans la solitude, où donc est votre satisfaction ? Confessez, faux frère de ma jeunesse, ange de confection, plume en solde. Une de vos larmes a coulé, et la terre a pourri. Les résultats de cette réunion sordide sont donc ambivalents. Des plaies profondes entaillent la peau du grand jeu, la pire étant celle qui atteint Roger Vaillant, qui ne cessera de s'infecter. Le poison s'approprie les corps, qu'ils soient intimes, politiques, littéraires ou psychotropes. Mais d'un autre côté, des auteurs se rallient à la revue des simplistes, comme Ribemont Dessaigne, mais aussi Robert Desnos ou Roger Vitrac. Renforcés et fendillés, telles sont les ailes des anges qui, à l'instar de Roger Gilbert Lecomte, commencent toutefois à pourrir. Si seulement le poison n'était que dans les tracts. Mais il est de plus en plus profondément en Roquejarle. La drogue l'a servi, le domine. Il va de cure en cure afin de se désintoxiquer. Il en ressort à moitié guéri, boit pour remplacer l'opium, retombe aussitôt dans les griffes de la déesse noire. D'Aumale passe son année 1930 à essayer de le sauver de la bête, restant avec lui le plus souvent possible, l'accompagnant chez les médecins, essayant de le faire inviter en vacances, loin de tout. Le grand jeu, comme Gilbert Lecomte l'a dit, ne se joue qu'une fois, et tout au long de la vie. Il ne peut plus revenir en arrière. Le 28 avril, il écrit à D'Aumale. Ce matin, à l'aube, 4h30 exactement, je suis sorti d'un cauchemar réel, avec un cri immense, avec la certitude d'un danger, d'un malheur déchirant. Que s'est-il passé à cette heure, de par le monde, à ta connaissance ? J'en suis très inquiet, et peur des morts pire que la mort. Écris-moi à Reims où je rentre dans 2 jours. À toi. Rêve prémonitoire du mourant qui a plus peur de son agonie que de la fin elle-même. Rêve de celui qui met plus de temps à mourir qu'il ne le devrait. L'excellence intellectuelle de Roger Gilbert Lecomte lentement s'efface. Ne lui reste que des éclairs de lucidité durant lesquels il tente de sauver le grand jeu et sa propre œuvre. En effet, la revue a encore et toujours besoin de la vigilance de ses fondateurs. C'est que les surréalistes reviennent à la charge, voyant que leur ennemi fraternel continue d'écrire et de publier. Même à l'état larvaire d'ailleurs, revenu enfin à la condition prénatale synonyme d'absolu, il continuerait de le faire. André Breton, Paul Éluard et Louis Aragon s'attaquent désormais à un membre d'une importance capitale, André Roland de Renéville. Ils voudraient que ce dernier écrive pour la révolution surréaliste parce qu'ils ont notamment été fortement impressionnés
par son essai Rimbaud le Voyant, paru à l'été 1929. Renéville hésite, donne une réponse, parmi 52 autres auteurs, de quelques paragraphes à une enquête consacrée à l'amour dans le 12e numéro de la Revue de Breton en décembre 1929. D'Aumale et Gilbert Lecomte le prient de ne pas tomber dans le piège tendu par les surréalistes. Aragon revient à la charge en proposant une sorte de livre-hommage à André Breton, auquel participeraient les membres du Grand Jeu, pour évoquer, bien sûr, leur dette à l'égard du grand poète. Voilà ce que répond Renéville à ses amis. Le surréalisme, démonétisé à l'heure actuelle, et sentant le flambeau de l'esprit glisser de ses mains noueuses dans les nôtres si pures, a reçu de son médecin le conseil d'une transfusion de sang. Si Lecomte, d'Aumale, Renéville, cette belle entité refuse d'embrasser la bouche du cadavre breton, aucune résurrection n'est à espérer. Enfin bref, et pour tout dire, aller vers les surréalistes suppose que nous avons un levier de marche arrière à notre voiture. En effet, le grand jeu est un dépassement du surréalisme. Renéville n'a pas tort, le grand jeu fut bien le dépassement du surréalisme, car il réussit à se dépouiller presque intégralement du dogmatisme et de la politique pour retrouver un élan parallèle à celui qui donna naissance au si beau champ magnétique de Breton et Soupeau. Parallèle, car celui des proto-surréalistes était l'élan presque pur d'un verbe inconscient, là où celui des simplistes, 10 ans plus tard, fut l'élan presque pur du feu secret du langage, pour reprendre le titre d'un autre essai de Renéville. L'homme, écrit-il, cet abrégé du ciel cosmique, contient l'univers entier de la parole en lui. Il lui faut cependant chercher l'union primordiale de sa nature avec celle du reste de la matière et du temps. C'est ce pèlerinage qu'entreprirent Renéville, d'Aumale et Gilbert Lecomte. Par la réflexion pour le premier, la poésie pour les deux autres, portant, je cite, le sacerdoce viatique de l'esprit jusqu'à la dissolution totale, ce qui devait être le thème d'un roman inachevé de Gilbert Lecomte, intitulé « Retour à tout ». Ainsi qu'on l'a lu, l'auteur de Rimbaud le Voyant évoque dans sa lettre la trinité Lecomte, d'Aumale, Renéville. C'est que Roger Vaillant a été repoussé, balayé, remplacé. d'Aumale écrit « Nous avons dû prendre des mesures nettes à l'égard de Vaillant. Son activité journalistique, son attitude hors du grand jeu, sa pensée philosophique même, étaient par trop compromettantes. » À la 42e page du 3e numéro du Grand Jeu, paru à l'automne 1930, on peut lire une phrase en gras, signée par les trois frères simplistes. Certaines antinomies s'étant révélées ces derniers temps entre la pensée de Roger Vaillant et celle de ses amis, il a préféré, en complet accord avec Roger Gilbert Lecomte et René d'Aumale, ne pas collaborer à l'activité du Grand Jeu jusqu'à ce que ces antinomies soient résolues. C'est la fin. 6 lignes impersonnelles pour une amitié qui semblait indépassable, scellée au plus profond de leur âme. Un dessin de Maurice Henry remplit le reste de la page. On y voit des hommes se tournant le dos, dans une forêt d'arbres morts, sous un ciel aussi noir que l'encre le permet. Après Robert Mérat, dit le Strige, peu avant la création de la revue, c'est maintenant François, le surnom de Vaillant, qui tombe comme un beau fruit trop pourri. Quant au 5e frère, Pierre Minet, c'est encore une autre forme de fatalité qui l'éloigne du groupe. Elle prend le visage de la beauté putride, où l'amour et la maladie se livrent bataille. Frère Fluet, qui publia avant 20 ans, en 1928, une plaquette de poèmes, Circoncision du cœur, la même année un roman, L'homme Mithridate, l'année suivante un autre intitulé Histoire d'Eugène, Frère Fluet ne publiera plus rien jusqu'en 1946. Lui qui permit au Grand Jeu de paraître
parce qu'il alla au culot à la rencontre de Philippe Soupeau et Léon Pierrequin, a rencontré l'amour. Sa passion se nomme Liliane Fisk, a 25 ans de plus que lui, est peintre, et va bientôt arracher le jeune Minet à la littérature. En effet, comme il le raconte lui-même dans La Défaite, qui parut en 1947, Minet va bientôt connaître une autre vie. Lui qui fut le nouveau Rimbaud, le bohème, le vagabond, le grand marcheur de Paris, mange désormais 3 fois par jour, et choyé comme l'angelot qu'il paraît être, fréquente des clubs fermés, s'accoutume au luxe, s'amuse à réciter des textes dans des salons, voyage ici et là. Je ne raconterai pas ici l'histoire de cette liaison qui fit de moi ce que je n'ose même pas nommer un homme, qui m'arracha des bras de l'adolescence, mais ce n'est pas que cela, qui lentement éteignit en moi toute révolte, me sépara de la poésie, et m'envoya à l'école de la réalité, dont je ne pouvais être que le cancre. Ma chérie, je veux le clamer ici, notre amour a été quelque chose de sublime, votre gloire est la mienne. Mais cette gloire a tout consumé et je ne conserve d'elle aujourd'hui que des cendres. Ce qu'elle m'a pris, elle ne saurait me le rendre. Maintenant que je dresse l'inventaire, je m'aperçois du ravage. Comprenez-moi, j'ai perdu avec vous mon innocence. Je me suis trahi. J'ai ajouté foi à l'image arrogante, pleine de suffisance que mon amour me présentait de moi-même. J'ai partout écrit, sur moi, sur ma tête, sur mon cœur, sur mon sexe, le mot homme, et j'enrage à présent de n'être plus que ce grouillement de regrets, cet amas de ruines, d'appartenir au néant depuis que le mirage s'est évanoui. Ses amis le mettent pourtant en garde. Kramer, le capitaine, qui découvrit l'écriture, on se le rappelle, une nuit de raptus, qui va bientôt se séparer de sa compagne Vera Milanova, en premier écrit « Pierre, tu prends un mauvais chemin. Tu t'éloignes. » À l'amour, qui l'éloigne donc de l'écriture, la maladie va bientôt s'ajouter. Pierre Minet devient le partage du microbe et de l'infini. Cela commence avec une congestion pulmonaire compliquée de pleurésie avant même la parution du premier numéro du Grand Jeu. Il doit prendre du repos, quitte Paris. En 1930, son état s'aggrave et s'attaque aux os. Il doit bientôt aller à Berck et devra se soigner pendant plusieurs années, constamment plâtré. Toute cette histoire de poésie d'ailleurs commence à lui broyer les nerfs. Mes frères, je ne pouvais plus les voir en peinture. J'en arrivais à les haïr. Je n'exagère pas, ils m'assommaient avec leur littérature, leur descente dans l'arène, avec leurs cours, leurs petites trompettes. Mon grand jeu à moi, c'était l'amour. Je n'exagère pas, de ma haine je conserve la preuve tangible, une belle saloperie, un gros cahier rangé dans un coin, oublié pendant des années. Lorsque je l'ai rouvert, quelle puanteur. Moi, j'avais écrit cela. Dans la lèpre qui peu à peu recouvre la couverture du Grand Jeu, dans cette maladie des origines qui trace des trajectoires irréconciliables, jaillirent tout de même de belles promesses. Léon Pierrequin et Gilbert Lecomte vont par exemple à Bruxelles pour faire des conférences, notamment une sur le Grand Jeu. André Gaillard, le directeur des Cahiers du Sud, l'ami de Blaise Sandrard qui avait chuté d'une falaise, souhaite consacrer un numéro entier de sa revue au Grand Jeu, laissant même les rênes du projet à Domal, Renéville et Gilbert Lecomte. Date de parution envisagée, le printemps 1930. Malheureusement, cette aube méritée sur les rives ocres de la Méditerranée n'arrivera pas. André Gaillard meurt le 16 décembre 1929, à 31 ans. La terre se consume et se rend à jamais. Elle n'est plus qu'un cœur triste à mâcher des os. Triste à cracher des pleurs dans l'eau morte des cieux, dans le givre et le sel, émigrant du silence. Autre excellente nouvelle, les éditions Cras de Soupeau et Pierrequin commencent une nouvelle collection dans laquelle on trouvera une série intitulée « Le Grand Jeu ».
C'est Gilbert Lecomte qui doit la diriger. Il doit d'ailleurs rapidement y publier Vision par l'épiphyse et Domal, un recueil de poèmes. La revue Variété doit quant à elle publier un numéro consacré au grand jeu. Malheureusement, aucun projet n'aboutira. Gilbert Lecomte ne parvient plus à travailler et est hospitalisé plusieurs mois à cause d'un abcès grave. Se noie encore et toujours dans les hallucinations et les muses noires. Quant à Domal, quand il n'aide pas son ami, il voit désormais un homme étrange qui boit 15 verres de liqueur par soir. Je cite, « Ancien derviche, ancien bénédictin, ancien professeur de jujitsu, guérisseur, décorateur, édenté, un homme formidable. » Cela, il l'écrit à Vera Milanova, la femme d'Henrik Kramer, dont il est de plus en plus épris. Et cette espèce de prophète se nomme Alexandre de Salzmann. Ce dernier deviendra en quelque sorte le sauveur d'un Domal, lui aussi en mauvais état, rongé, miné de toutes parts, n'ayant pour l'heure trouvé l'absolu que dans la chute. Mais en se rapprochant de celui qui est d'un temps Georges Gurdjieff, Domal s'éloigne nécessairement de Gilbert Lecomte en cette année 1931. Et puis, Vera et Domal emménagent bientôt ensemble, et son mari, Hendrik Kramer, l'ayant abandonné pour partir en voyage. Pour l'avoir à l'œil, ils offrent une chambre à Gilbert Lecomte, qui flirte encore et toujours avec la mort. Les ailes de l'ange Domal menacent de tomber, mais deux autres vont bientôt grandir et les remplacer. Salzmann et Vera prennent une place importante, gigantesque dans l'esprit mystique de Domal. Enfin, viendra l'affaire Aragon et son poème Front Rouge, qui fera éclater l'unité précaire du grand jeu. Aragon est inculpé pour excitation de militaires à la désobéissance et provocation au meurtre dans un but de propagande anarchiste. Renéville devait envoyer un article pour défendre le poète, ce qu'il ne fit pas, fatigué des enfantillages révolutionnaires des surréalistes. André Delons et Pierre Audard, les deux membres les plus politisés du grand jeu, ex-surréalistes, ne supportent pas l'attitude contre-révolutionnaire de Renéville et démissionnent du groupe. Domal demande à ce dernier de corriger sa position. Renéville s'y refuse et démissionne à son tour. Maurice Henry et Arthur Arfaud ne tarderont pas à suivre. Au même moment, Gilbert Lecomte est surpris par la police avec un vendeur de drogue et doit comparaître devant un juge d'instruction, risquant la prison. Quelques mois plus tard, alors que le 4e numéro du grand jeu ne paraîtra plus, Domal s'embarque pour les États-Unis pour suivre un danseur hindou et rejoindre enfin Vera qui deviendra sa femme. Moni de Bouilly, miné par le départ de Kramer et de Domal, part à son tour en Hollande. Gilbert Lecomte est désormais seul. C'est la fin du grand jeu. Mais le grand jeu ne se joue qu'une fois, comme les poètes l'écrivirent dans le premier numéro de la revue. Alors ils vont continuer, jusqu'au bout, construisant chacun une œuvre. Ils n'ont que 25 ans. André Delons, si doué, arrêta d'écrire peu après son départ du grand jeu. C'est une grande perte pour la poésie. Il mourut à 31 ans, en 1940, pendant la bataille de Dunkerque, au large de Zuidcote. Moni de Bouilly, juif, arrêté par la Gestapo en juin 1943, ne dut sa survie qu'à une histoire absurde, pathétique, qui donne envie de pleurer. Roger Gilbert Lecomte, jamais sevré et pourtant éternellement soutenu, mourut à 36 ans, à l'hôpital Broussais, le 31 décembre 1943, du tétanos, 20 ans après avoir prophétisé sa crise de tétanos mystique. Moins de 6 mois plus tard, c'est René Domal qui trépasse des suites de sa tuberculose, au même âge que son frère. Hendrik Kramer, le capitaine, fut quant à lui interné à Compiègne, puis déporté au camp de Neuengamme en juillet 1944
où il meurt en décembre du typhus. Roger Vaillant mourra en mai 1965 d'un cancer. Se sachant condamné, il avait pris la décision de se suicider le 16 octobre 1965, renouant avec les aspirations de jeunesse des tragiques frères simplistes.